Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la Chine, partenaire stratégique du Cameroun. Les relations entre les deux pays sont au beau fixe. En témoigne la visite du président camerounais Paul Biya en Chine du 22 au 24 mars. Le Congo veut apurer sa dette intérieure estimée à 1242 milliards de francs CFA. Un audit a été lancé ce 20 mars afin d'amorcer le paiement des créanciers. Et l'intelligent d'Abidjan fête ses 15 ans d'existence. Son directeur Alafé Wakili est avec nous sur le plateau pour évoquer ses noces de cristal. Mais tout d'abord au Mali, la prochaine élection présidentielle qui aura lieu le 29 juillet 2018 se prépare. Si le président Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas encore clairement indiqué s'il se représentait, l'opposition est à la recherche de sa stratégie entre ceux qui souhaitent plusieurs candidatures et ceux qui prônent une candidature unique. Corinne Candem. À quelques mois de l'élection présidentielle prévue le 29 juillet 2018 au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta est dans une course contre la montre pour terminer son mandat sur une note positive. Son gouvernement dispose de 3 mois pour organiser des élections transparentes et crédibles sur ce vaste territoire. Tâche d'autant plus difficile étant donné que certaines zones maîtrisées par des groupes djihadistes échappent au contrôle de l'État. Nombreux sont les défis à relever, sur le plan sécuritaire notamment, un état de fait qui a mené l'ancien allié de la majorité présidentielle et ancien Premier ministre malien Moussa Mara à prendre une nouvelle direction avec sa formation politique nommée Yelema, avec pour but d'instaurer une nouvelle vision politique dans son pays. Nous nous sommes retirés de la majorité du président Ibrahim Boubacar Keïta depuis le mois de novembre 2017, donc il y a quelques mois, au sortir de notre congrès ordinaire du parti, qui a aussi décidé de ne pas aller à l'opposition et de s'inscrire dans une démarche de renouvellement et de rajeunissement de la classe politique. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le ni majorité, ni opposition. Les alliés de Moussa Mara sont convaincus du fait qu'ils sont les vrais acteurs du changement attendu par tout le peuple malien. Son parti prône une véritable alternance du pouvoir afin de répondre de manière plus efficace aux revendications du peuple malien. Je sais que le Mali, dont le président Ibeka a hérité, était déjà un Mali entre vents et marées. Mais aujourd'hui, les vents sont un peu plus contraires qu'il y a 5 ans et les marées sont un peu plus fortes qu'il y a 5 ans. Et là, il en va de la responsabilité du président, à mon avis. Mais je pense qu'au-delà du président, c'est un système que le président illustre et c'est ce système qu'il faut arriver à changer avec un leadership renouvelé, avec une gouvernance bonne, transparente, participative, teintée par une lutte féroce contre la corruption des élites. J'ajoute toujours la corruption des élites. La corruption tout court, ça n'a pas de sens. Il faut s'attaquer à là où il y a vraiment l'origine du mal et avec une décentralisation effective du pays. Ce triangle important doit guider l'action publique dans les années à venir si nous voulons sortir le pays de l'ornière. Et c'est ce que nous voulons illustrer. Si le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas encore annoncé sa candidature à sa propre succession, force est de constater que de véritables coalitions sont en train de se mettre en place afin de contrecarrer une nouvelle candidature pour un second mandat. Reste maintenant à savoir si les partis membres de ces coalitions pourront s'accorder pour parvenir à leur fin. La Chine, plus que jamais partenaire stratégique du Cameroun, la coopération sino-camerounaise est aujourd'hui dynamique et multisectorielle, notamment à travers les grands projets d'infrastructure. Le président camerounais Paul Biya est d'ailleurs en visite en Chine du 22 au 24 mars. Nelly-Claude Ebessa. Dans le cadre de la visite officielle du président Paul Biya en Chine, les autorités camerounaises espèrent une montée en gamme et une plus grande densification de la coopération entre les deux pays. Selon les chiffres, le Cameroun est parmi les plus grands bénéficiaires africains des investissements chinois, avec plus de 1000 milliards de francs CFA injectés dans des projets sociaux, agricoles, d'énergie, de télécommunications et d'infrastructures. Toutefois, avec son potentiel humain et naturel caractérisé par une population très jeune et dynamique et un tissu industriel embryonnaire, le Cameroun est de plus en plus tourné vers une formule de transfert de savoir-faire et de technologie. On a remarqué que la relation était beaucoup plus commerciale et axée sur l'aide ou alors des prêts concessionnels, sans véritable transfert des technologies, avec même souvent une importation de la main-d'œuvre. Il pourra aussi y avoir des partenariats entre les producteurs locaux et les producteurs chinois, voire même des PME entre elles. Pourquoi pas des fusions-acquisitions? Tout cela devra être possible et c'est ce que la Chine voudrait faire. Mais il revient maintenant aux Camerounais, non pas d'attendre que la technologie soit transférée. La technologie ne vaut rien entre des mains inexpertes.
Dans ce partenariat sino-camerounais, souvent décrit comme gagnant-gagnant, le Cameroun présente un environnement attractif pour l'investissement. Pourvoyeur de ressources premières et de terres pour le volet agricole, ce pays carrefour logé entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest est aussi une porte d'entrée sur un vaste marché régional. En faisant du Cameroun un point focal d'investissement, ça permet déjà à la Chine de ratisser large tout autour de cet épicentre-là. Vous avez aussi la diversité de son sol et même de son sous-sol. Et le Cameroun, vous le savez, c'est de l'Afrique en miniature. Sa qualité du capital humain, c'est-à-dire ses hommes, ses ressources humaines, qui jusqu'ici n'est pas très bien employé. On parle d'un taux trop élevé de sous-emploi, alors que les Camerounais sont formés et ont la compétence à pouvoir lancer la dynamique de développement de leur pays. Désormais partenaire privilégié du Cameroun, la Chine pourrait continuer d'étendre ses domaines de coopération tant les opportunités sont intéressantes. Pour le Cameroun, le défi réside dans sa capacité à orienter ce partenariat vers une formule qui va favoriser l'amélioration durable des conditions de vie socio-économiques de sa population. Au Congo, un audit de la dette intérieure a été lancé ce 20 mars. Pendant 4 mois, les auditeurs vont recenser les titres de créances par année. Par cette opération, l'État congolais tente de juguler la crise économique qui se traduit notamment par l'accumulation de la dette publique. Reportage de notre correspondant Eva Panzou. L'audit comptable et financier de la dette intérieure commerciale enclenché par le gouvernement et confié au cabinet Ernst & Young et CACOGES ne concerne que la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Une période au cours de laquelle la dette n'a pas été maîtrisée par l'État. L'enjeu est de connaître la dette réelle en s'appuyant sur une documentation nécessaire et compatible aux procédures administratives, financières et comptables de l'État. Des négociations avec le Fonds monétaire international. Il nous reste, comme il nous le demande, de rendre notre dette soutenable. Et aujourd'hui, nous sommes en train de retraiter la dette intérieure, le tout pour maîtriser le stock de cette dette. Il va falloir qu'on la détermine avec précision. Notons que la mission des auditeurs consiste entre autres à recenser les titres de créances par année, les vérifier et les valider, déterminer les montants des arriérés au 31 décembre 2016, élaborer un fichier unique et sécuriser des arriérés validés, proposer les modes d'appurement et faire des recommandations sur les procédures de gestion de la dette. Les entreprises ont beaucoup souffert de cette situation parce qu'après avoir été endettées, parce qu'il fallait lever des fonds au niveau des bailleurs, et l'État n'a pas eu la possibilité de payer en temps réel. Aujourd'hui, nous sommes en train de trouver une solution pour rattraper ces étapes difficiles et surtout rattraper une chose importante, c'est la relance de l'économie de notre pays. La dette intérieure commerciale des opérateurs économiques s'élève à 1242 milliards de francs CFA selon le Premier ministre Clément Mwamba. Le gouvernement a déjà réalisé le traitement de la dite dette. Sa validation par les auditeurs externes s'effectuera sur 3 à 4 mois. L'Intelligent d'Abidjan est une publication connue des Ivoiriens. Le quotidien fête cette année ses 15 ans d'existence. À l'occasion de cet anniversaire, le journal entend organiser une série d'événements, des projets éditoriaux, des rencontres terrain, des débats et des échanges. Une année pendant laquelle le quotidien souhaite aussi partager sa vision de l'information. Et le directeur de l'Intelligent d'Abidjan est avec nous, Alafé Ouakili, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alafé Ouakili, 15 ans d'information au service de la Côte d'Ivoire. Si vous deviez décrire en quelques mots ce qui fait l'essence même de ce quotidien. C'est l'audace, c'est un peu cette capacité de se réinventer au jour le jour, c'est cette indépendance. Et puis, comme a dit quelqu'un, c'est un journal dont on ne peut pas présager de la une et de la réaction en fonction de l'actualité. C'est ça aussi notre marque de fabrique. Il y a peut-être des journaux en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a un événement, les gens s'amusent à dire voici leur une demain, d'autres voici leur une, et puis ça ne rate pas. Nous, on est libre, on est indépendant, on lit l'actualité selon des paramètres qui sont les nôtres, selon aussi les règles de la déontologie, selon la profession. Alors justement, vous décrivez l'Intelligent d'Abidjan comme un journal indépendant. Est-ce que cette indépendance a un prix ?
Oui, ça a un prix parce que c'est le refus de la facilité, c'est aussi le refus du populisme. On n'est peut-être pas un journal totalement populaire, mais on est un journal crédible, on est un journal audacieux et on est un journal peut-être perçu comme un journal de l'élite. Mais c'est aussi le prix de cette indépendance qui consiste aussi à ne pas flatter l'orgueil du plus grand nombre, et les militants des différents partis peuvent ne pas se retrouver en nous et considérer que nous ne faisons pas leur affaire parce que la qualité que nous exigeons n'est pas la leur. Un journal audacieux, c'est-à-dire qu'il y a eu des ratés aussi pendant ces 15 ans d'existence? Oui, bien entendu, des ratés, mais sur le plan professionnel, sur le plan éditorial, ces ratés sont peut-être dus à la question des moyens. Vous savez, nous sommes dans un environnement difficile avec ce prix à payer, avec ces difficultés énoncées. Cela fait que quelquefois, on n'a peut-être pas toujours les moyens qu'il faut et ça fait que nous ratons certains événements. C'est ça les ratés, sans doute. Alors, une cérémonie de distinction aura lieu le 24 mars à Paris, en France, sous le parrainage de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Qu'est-ce qui est prévu lors de cette cérémonie? Oui, sous le parrainage de l'ambassadeur, on peut aussi dire au passage sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de la Défense ivoirien, Ahmed Bakayoko, sous la présidence du ministre des Infrastructures économiques, Kofi Amédé. Ils ne pourront pas être présents. Je pense que l'ambassadeur sera là pour porter leur message. Ce qui est prévu, c'est une distinction pour tous ceux qui, en France, dans la diaspora et aussi en Europe, nous ont aidés au cours de ces 15 années. Vous voyez, on a parmi les personnes qui seront distinguées un ami qui est en Europe dans un pays. Depuis 15 ans, il porte l'intelligence sur Internet. Notre présence sur les réseaux sociaux, notre présence sur Internet, tout notre référencement, toute cette présence-là, c'est lui qui est au cœur de ça. Depuis 15 ans, gracieusement, on ne le paye pas. Et je pense que lui, comme d'autres personnalités, comme d'autres professionnels, comme Constant Némalé et bien d'autres, méritent de notre reconnaissance. C'est pas de l'argent qu'ils nous ont donné. Il y a aussi d'autres, c'est des lecteurs simples. Le fait de nous appeler pour participer à un événement est une manière d'avoir aidé l'intelligence d'Abidjan, est un appui à la liberté de la presse et il s'agit pour nous de récompenser cela. C'est l'essentiel de cette cérémonie avec des artistes qui seront présents, de l'ambiance, des témoignages et de l'animation. Alafé Ouakili, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et on part à présent au Sénégal où une application mobile est en train de révolutionner le e-commerce dans le pays. Il s'agit de Paps App, une application de livraison géolocalisée. Notre correspondant El Adjaï a rencontré Bambalo, son créateur. Paps est une start-up sénégalaise qui s'est investie dans la livraison en créant la première application mobile géolocalisée d'Afrique. Fondée par le Sénégalais Bambalo, l'application permet à tout un chacun de géolocaliser sa position, se faire livrer sans aucun souci. L'application permet également de suivre la course en temps réel. Il y a un ADN qu'on a essayé d'apporter à Paps, c'est plutôt un ADN logistique. Donc Paps, effectivement, c'est une application, mais c'est plutôt un service logistique aujourd'hui qui comprend à la fois un service de stockage, qui comprend un dispatching en temps réel et donc l'envoi de ces courses-là vers les coursiers en temps réel, mais également des business units, donc plutôt courrier, plutôt e-commerçants et particuliers sur lesquels on travaille aujourd'hui. Donc je pense que ce qui nous différencie de nos concurrents, c'est la globalité des sujets sur lesquels on peut travailler. Le principe de Paps est simple. Après s'être inscrit, en quelques secondes, l'utilisateur fait appel à l'algorithme de l'application pour trouver le coursier le plus proche. Une vingtaine d'entre eux sillonnent la capitale en scooter ou en vélo afin de répondre aux desiderata des particuliers et des entreprises. Paps entend bouleverser le secteur du e-commerce sur le continent africain. Oui, on a l'objectif effectivement et l'ambition de se déployer sur tout le continent. Après, on le fera par étapes et surtout par zone géographique. On va commencer par ce qu'on connaît, donc la zone francophone, avant d'aller dans les zones anglophones et pourquoi pas l'Amérique du Sud aussi. La livraison autrement avec l'application Paps est devenue une réalité au Sénégal. Lancée en septembre 2016 à Dakar par le Sénégalais Bambalo, cette application a déjà remporté le prix Orange Innovation Challenge et a été lauréat de la meilleure start-up de Hub Africa 2017 à Casablanca au Maroc. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.